on va revenir aux questions d'édition, et cette fois-ci en croisant directement le monde de la recherche et le monde de l'édition. Donc avec une intervention plus ou moins croisée, on va donner la parole à l'une à l'autre, mais ça va très bien s'articuler, j'en suis sûre. Donc avec Dorothée Cailleux, qui est maîtresse de conférence à l'université de Nanterre en langue et littérature germanique, c'est comme ça qu'on dit, et qui est membre du CRPM, donc le Centre de recherche pluridisciplinaire multilingue, je vais réussi à le dire, et qui va vous présenter notamment un programme de recherche sur la traduction à l'intérieur du CRPM. Et Myriel Couillon, qui est directrice des éditions Rajo, et donc là, le dialogue va être en fait, comment une équipe de chercheurs ou de chercheuses peut s'emparer des archives, et par rapport aussi d'un éditeur, et par rapport à l'actualité aussi éditoriale de cette maison d'édition, donc du fonds Rajo, qui, vous savez peut-être, est conservé au fonds patrimonial de leur jeunesse. Donc on va intervenir, donc d'abord peut-être Dorothée, si tu veux présenter notamment le projet de traduction, et puis après le dialogue va s'enclencher. Et puis moi je vais essayer de m'occuper du diaporama. Alors, merci beaucoup pour la présentation, Mathilde, et merci aux organisatrices du colloque de me donner l'occasion de présenter une partie des travaux qui sont menés donc, dans le cadre du projet de recherche internationale qui s'intitule Les fabriques de la traduction, si tu peux mettre la première. Voilà. Donc je voudrais juste en dire deux mots, et pour expliquer comment j'en suis venue à étudier, notamment aussi avec Mathilde, parce qu'on travaille ensemble, le fonds des éditions Rajo, qui est donc conservé à la médiathèque Françoise Sagan, et en parlant plus particulièrement de ce qui, dans ce fonds, nous renseigne sur la politique et les pratiques de traduction au sein de la maison Rajo, donc qui va être le thème qui va nous occuper pendant une demi-heure. Donc ce projet, il est effectivement porté par un centre de recherche de l'Université Paris-Nanterre, et il s'inscrit dans la continuité des recherches menées par Lucia Quacquarelli, qui est la co-directrice du projet, et Adrien Freinet, sur les archives de la série noire. D'où d'ailleurs l'esthétique assez policière, vous l'aurez remarqué, de cette première slide, puisque au départ le projet n'a pas de rapport du tout avec, enfin pas direct, avec la littérature jeunesse. En fait, c'est parti d'un projet de travail sur les archives du Hamel et de la manière dont les politiques et les pratiques traductives ont permis de créer un roman noir à la française. Et nos deux collègues ont donc constaté toute la fécondité en fait, de l'approche par les archives éditoriales pour les études sur la traduction, et également aussi la nouveauté qu'on pouvait apporter dans cette discipline en travaillant sur les archives d'éditeurs. Et c'est ainsi qu'ils ont convaincu d'autres collègues, dont moi, qui n'étaient pas forcément portés sur les études d'archives, que c'était effectivement une approche féconde. Et on s'est lancé dans l'étude d'un certain nombre de fonds, donc dont celui de Rajo, et aussi on a contacté d'autres chercheurs qui travaillaient déjà selon cette approche, donc qui venaient pas forcément eux de la traductologie, mais éventuellement des études sur la littérature jeunesse comme Mathilde, mais voilà, ou de la traductologie comme Hélène Buzelin au Canada, nos collègues Elisa Marazzi ou Chiara Denti en Italie. Puisque l'idée, je vais le développer un peu, c'est quand même de faire une mise en réseau des recherches qu'on peut faire sur les différentes maisons d'édition. Et ça ne peut être qu'un travail collectif, puisque la tâche est d'une certaine ampleur, puisque pour essayer de cartographier les échanges, les achats de droits, les cessions, etc., et la circulation des textes, c'est un travail de fourmi, éditeur par éditeur, de lieux où sont conservées les archives en autres lieux où sont conservées les archives, et donc c'est très difficile à faire seul.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur la littérature jeunesse alors qu'on était parti plutôt de la littérature policière? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que la littérature jeunesse a en commun avec cette littérature policière, le roman noir en tout cas, de se situer en périphérie, on va dire, du polysystème littéraire, si on reprend donc le jargon un peu de Itamar Even-Zohar. Mais donc si bien que les pratiques et les politiques éditoriales n'y sont pas nécessairement les mêmes que dans le domaine des belles lettres, on va dire, avec toutes les guillemets possibles. On trouve aussi dans ces deux genres une même problématique de la collection. On parlait ce matin justement de ça, et du système de la série. Ce sont aussi des domaines dans lesquels les idées reçues sur le lectorat sont très importantes. Et puis qui font appel, et ça c'est évidemment important pour la traduction, à une langue parfois particulière. Alors évidemment il n'y a pas forcément un rapport immédiat entre l'argot qu'on trouve dans le roman noir hard-boiled et le langage qu'on va utiliser pour les enfants, mais pour autant ça pose des problèmes de traduction l'un et l'autre puisque c'est un langage spécifique. Je ne m'étends pas plus, mais il y a encore d'autres points. Or, la théorie de la traduction a souvent été établie, au contraire, à partir d'un corpus exclusivement constitué de littérature légitime, donc celle des grands auteurs, et avec une conception de la traduction qui est un peu restrictive, c'est-à-dire en considérant que la pratique traductive est un exercice de transfert linguistique fondé sur une relation binaire entre un auteur et un traducteur, en travaillant de cette manière-là, une façon d'invisibiliser un peu tous les autres acteurs qui sont finalement impliqués dans la traduction d'un ouvrage et qu'on ne voit évidemment pas apparaître si on étudie les questions de traduction uniquement à partir des versions publiées, ce qui se faisait majoritairement en fait dans les études sur la traduction. Et donc sur la base de ce constat, on a voulu sortir de ce schéma, tout en conservant quand même bien sûr une partie des apports de la théorie et de la génétique de la traduction, mais en utilisant aussi les apports de la sociologie de la traduction, des études culturelles, en élargissant en fait le point de vue et en essayant d'aller vraiment au cœur du processus de traduction et de le replacer dans un réseau beaucoup plus large et beaucoup plus dense aussi de création et de circulation. Donc on voulait en fait trouver des réponses aux questions qui sont soulevées quand on observe les versions publiées, mais auxquelles on ne peut pas trouver de réponse en fait si on ne dispose que de ça. Est-ce que tu peux passer? Voilà. Et donc le projet opère en fait deux déplacements importants par rapport aux théories habituelles de la traduction. L'un sur le corpus analysé, donc c'est ce que je disais, puisqu'on va essayer de travailler sur des corpus issus de productions littéraires qui sont peu ou pas légitimés, donc dont la littérature jeunesse, mais pas que. Et deuxièmement, on a une autre perspective théorique et méthodologique, c'est-à-dire qu'on essaie de reconstruire les conditions matérielles, culturelles et symboliques de l'acte de traduction et de retraduction, pour essayer de dessiner en fait le réseau de médiation, de relations, de contraintes, d'échanges qui expliquent la dissémination des textes. C'est pour ça qu'il nous a paru vraiment nécessaire de pratiquer ce qu'on a appelé une génétique éditoriale de la traduction et donc de nous lancer dans un travail de reconstruction plus large en mettant en lumière aussi le rôle des différents acteurs et agents qu'on ne voit pas apparaître d'habitude. Et là, on n'a fait que parler de ça depuis 2 jours, en fait, de qui sont toutes les personnes qui sont impliquées dans cette chaîne du livre. Donc évidemment les directeurs des maisons d'édition, mais les directeurs de collection, les agents littéraires qui ont un rôle de passeur souvent très important, les traducteurs et traductrices bien sûr, les relecteurs, les lecteurs, les critiques, les correcteurs, etc., qui font fonctionner finalement toute cette fabrique de la traduction. Et c'est pour ça que les fonds d'archives des maisons d'édition sont une source essentielle pour nous, puisqu'on y voit apparaître tour à tour tous ces acteurs. Je vais montrer tout à l'heure des exemples de ce qu'on trouve dans les fonds. Je ne développe pas davantage peut-être sur le projet en lui-même. Je vous renvoie, tu peux passer à la slide d'après, au site peut-être du CRPM qui présente le projet, notamment toutes les différentes universités et chercheurs qui sont impliqués, que je ne peux pas tous citer, mais qui le mériteraient. Et puis sur la diapo suivante, vous avez
le lien voilà, vers un article dans lequel Lucia Quacquarelli et moi-même présentons la démarche. Mais donc l'idée principale, c'est effectivement de répondre en fait à deux questions très simples. C'est pourquoi tel ouvrage est-il traduit et pas tel autre dans tel ou tel pays? Pourquoi ces choix? En fait, qu'est-ce qui préside, qu'est-ce qui décide de la circulation ou non d'un texte? Quel est le chemin parcouru par un ouvrage? Pourquoi est-ce qu'il rencontre du succès à tel endroit et pas à tel autre? Et puis, comment c'est traduit? Quelles sont les stratégies traductives? Quel rôle l'éditeur, notamment, joue dans cette stratégie? Le fait aussi qu'un livre fasse partie ou non d'une série, fasse partie ou non de telle ou telle collection. Voilà. Et donc, dans cette optique, le fond de la Maison Rageot est particulièrement intéressant pour nous, parce qu'il est effectivement extrêmement riche, mais peut-être que... est-ce que je m'arrête là, ou est-ce qu'on... On peut quand même voilà, expliquer à partir du cadre que tu viens de poser le travail qu'on a commencé à mener sur les éditions Rageot, pardon. Oui. Et voilà, donc nous on a travaillé sur des années 1960 jusqu'aux années 80. Et après, du coup, on verra un petit peu ce qui s'est passé la question de l'internationalisation après. Ouais. Oui, nous, donc on s'est beaucoup intéressé à ce fonds et en particulier donc à la collection de la Bibliothèque de l'Amitié, puisque évidemment, donc c'est la collection qui a existé entre 1959 et 1988. L'objectif, c'était entre autres, donc ça c'était l'objectif de Tatiana Rageot, de faire découvrir à travers des romans d'auteurs étrangers la vie des enfants des autres pays. Donc forcément, c'est une collection dans laquelle il y a énormément de romans en traduction. Et je vous ai indiqué donc ici quelques chiffres. Alors comme moi je les vois pas et que je les connais pas par cœur, non si ça va, je les ai notés. Nous avons ouvert 23 boîtes d'archives contenant les dossiers de fabrication de 77 ouvrages. Et donc, sur ces 77 ouvrages, 44 sont des romans en langue française et 33 sont des romans traduits. Donc, vous voyez que ça fait quand même 57% de romans français, mais quand même 43% de romans en traduction. Les langues dont sont traduits les romans, alors il y a évidemment une majorité, comme souvent, traduit de l'anglais et de l'américain, il y en a 16, mais au sein de l'anglais, il y a quand même une certaine diversité, puisque donc c'est toujours précisé hein, que voilà, il y a une partie qui sont traduits, qui viennent d'Irlande, d'Australie ou d'Inde. Il y a quand même 9 romans qui sont traduits du suédois, donc il y a vraiment une tendance vers l'Europe du Nord, 5 du norvégien et 3 de l'allemand, ce qui est quand même déjà assez voilà, original, on va dire, à l'époque. Et puis, on s'est intéressé aussi à 2 autres collections. Alors là, c'est encore très partiel, puisque pour des raisons d'organisation du travail au sein du groupe, on s'est penché sur la collection Jeunesse Poche et la collection Les Maîtres de l'Aventure, mais uniquement sur ce qui, à l'intérieur de ces collections, étaient des romans policiers pour enfants. Et vous voyez que c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de romans en traduction, mais sur les 4 en traduction, par exemple, dans la collection Jeunesse Poche, il y en a quand même 2 du suédois, qui à l'époque n'est pas... Alors évidemment maintenant il y a le polar nordique très à la mode, mais c'était pas du tout le cas, et donc il y a encore quand même 2 romans traduits du suédois dans cette catégorie, et un de l'allemand, qui n'est pas non plus a priori un grand pays du roman policier. Et dans Les Maîtres de l'Aventure, on en a 3 en traduction, bon 2 traduits de l'anglais et 1 de l'allemand. Et alors, si on entre dans le détail de ce qu'on trouve dans les dossiers de fabrication voilà, auxquels on a eu accès, je vous ai fait juste un petit panorama de ce qu'on peut trouver et donc du coup de ce sur quoi ça nous informe. Alors d'abord, on trouve des prières d'insérés, bon, je vous laisse le regarder vous-même, mais c'est évidemment toujours intéressant de voir comment le roman est présenté par l'éditeur lui-même, et notamment comment la dimension de traduction, le fait que ce soit un auteur étranger, quelle est sa renommée, etc., est mise en avant. On parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on choisit les ouvrages qu'on va traduire. On a constaté par exemple qu'effectivement, un très grand nombre des romans qui sont traduits dans la Bibliothèque de l'Amitié ont obtenu des prix
internationaux. Et ça, donc on s'en aperçoit, enfin d'abord c'est mentionné dans les prières d'insérer souvent, dans la manière de présenter les auteurs, qui soient déjà reconnus dans leur pays d'origine, qu'ils aient obtenu des prix. Et puis on a en fait les ouvrages qui ont été envoyés par les maisons d'édition étrangères, avec dessus bien en évidence la pastille a reçu la médaille Newbery par exemple, pour un des livres que vous avez là. Je crois qu'en bas à gauche, vous devez avoir un exemplaire de Ramona, et donc où on a effectivement, c'est peut-être pas sur cette, c'est pas sur celui-ci, c'est pas sur cet exemplaire, mais voilà, c'est un des, Beverly Cleary a obtenu donc cette fameuse médaille. Ensuite, si tu peux passer à celle, voilà, on a, si voilà. On a dans les dossiers souvent les revues de presse, ce qui permet de voir comment on s'aperçoit que l'éditeur tient compte de la manière dont l'ouvrage a été reçu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a par exemple ici des avis tout à fait contradictoires sur les romans qui viennent d'Europe du Nord. Ou pour certains critiques, c'est vraiment très dommageable parce que c'est pas du tout les mêmes préceptes éducatifs. Et donc, ces enfants qui ont beaucoup trop de liberté, ça n'est pas du tout correct. Et au contraire, d'autres, je crois que si tu rappuies, tu auras l'autre. Où là, c'est le son de cloche complètement inverse, hein, où on est très content, au contraire, de montrer cette éducation beaucoup plus libre. Et c'est Nata Caputo. En plus, voilà. Pour tomber, comme d'habitude, toujours sur les mêmes. Si on avance encore, on a aussi dans les dossiers tout ce qui est illustration et photographie originale. Et on parlait hier des livres illustrés par des photographies. Ça, c'est une des particularités à la Bibliothèque de l'Amitié. Ce choix d'avoir non pas les illustrations originales, mais au contraire des photographies, et on s'aperçoit que ce sont des photographies qui doivent avoir une vraie couleur locale. C'est-à-dire que même quelquefois, les photographies sont faites dans le pays d'origine du livre, avec des enfants qui doivent être vraiment des enfants qui ressemblent à des petits Danois, Suédois, etc. Et voilà, que ça a une grande importance au sein de la collection, à tel point que quelquefois c'est même le choix de l'illustration ou de la photographie qui va pousser à transformer le texte. Hein, bon, je raconterai pas l'histoire parce que c'est trop long, mais on vous la racontera en off. Hein, voilà. Alors ensuite, on a des fiches de lecture. Donc là aussi, on s'aperçoit de qui est-ce qui va suggérer. Tout à l'heure, on avait dans les fiches d'Isabelle Jean à qui s'adresser pour demander de lire tel livre en langue originale et avoir son avis. Là, c'est pareil, en fait, on peut voir là, c'est Catherine Scobb elle-même qui a fait la fiche de lecture. Donc, on sait qui sont les personnes qui auront ou non recommandé un livre. On a pu voir aussi, je crois qu'on le voit sur la diapo d'après, que quelquefois, ici, vous voyez la personne qui a lu, c'est en fait une des traductrices maison, qui a traduit notamment toute une série de livres du danois ou du suédois, je ne sais plus. Ouais, du norvégien, pardon. Voilà, donc on sait aussi quelles sont éventuellement les personnes ressources pour telle ou telle langue. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. On a aussi évidemment les courriers avec les traductrices et traducteurs, autrices, auteurs, donc là aussi qui nous donnent des renseignements parfois. Donc là, c'est la fameuse histoire des photos qui changent les personnages. Voilà, exactement. Comme ça, vous l'avez en direct. Mais donc c'est intéressant de voir tout ce qu'on découvre en fait, qui est évidemment pas du tout apparent quand on travaille uniquement sur le texte publié. Tout ça disparaît évidemment dans la version que vous pouvez acheter en librairie. Et donc très souvent dans les études de traductologie, vous allez avoir un chercheur qui va dire traducteur n'a pas fait son travail correctement, il s'est encore trompé, il a oublié ça. Et en fait, ça dépend de complètement autre chose. C'est pas une question d'erreur commise. Ouais, je crois que j'ai encore un. Et puis après, voilà. Alors ensuite, un exemple quand même. Là, je peux vraiment pas entrer dans le détail, mais
moi, ce sur quoi j'ai en particulier travaillé, ce sont les tapuscrits avec les corrections. Donc là, en l'occurrence, c'est le tapuscrit d'une traduction. Et vous avez ensuite, au stylo rouge et au crayon, donc là aussi, on joue à essayer de savoir avec quoi on a commencé. D'abord le crayon, d'abord le stylo, est-ce que ça recourt, etc. Bon. Les corrections, du coup, que l'éditeur fait une fois que le traducteur a rendu sa copie. Et c'est là qu'on peut entrer dans un travail vraiment d'étude voilà, du texte en lui-même. Quelles sont, c'est un relevé systématique qu'on a essayé de faire, quelles sont les thématiques sur lesquelles on constate que l'éditeur va apporter systématiquement sa touche et qu'est-ce qui va être modifié. Alors que, par exemple, justement dans une collection comme la Bibliothèque de l'Amitié, il y a un vrai désir de montrer comment vivent les enfants à l'étranger, et donc on est censé laisser au maximum la couleur locale. Il y a encore des choses qui, dans les années 70, vont être transformées malgré tout. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir sur quel point. Donc on s'est aperçu, par exemple, ce qui est systématiquement transformé, c'est tout ce qui a trait, alors évidemment, à l'univers scolaire. Mais c'est un peu paradoxal quand même, parce que si l'idée c'est de montrer comment vivent les enfants à l'étranger, on devrait quand même laisser voir que les horaires de l'école ne sont pas les mêmes, que l'organisation n'est pas la même. Bon là, par exemple, dans Ramona, on a changé le fait que normalement la petite fille part à l'école avec sa lunchbox. Et ça s'est pas passé parce que on a changé aussi l'horaire auquel sa maman vient la chercher à la sortie de l'école. Puisque ça correspond évidemment pas aux horaires français, donc ça a été modifié, chose qui évidemment est corrigée par la suite quand le texte va être retraduit et publié donc, dans une autre maison d'édition, mais donc beaucoup plus tardivement, où là on s'aperçoit qu'effectivement on a laissé les horaires. De la même manière, on va changer aussi la nourriture. Donc la petite fille, elle mange pas un hamburger, elle va pas au fast-food, elle va manger voilà, un autre plat que les enfants aimaient à l'époque. Ça a été transformé. Il y a d'autres choses aussi sur les aspects religieux qui sont transformés ou qui disparaissent. Enfin, voilà. Malgré quand même un souci, encore une fois, de renseigner sur la culture américaine, par exemple, on a un tapuscrit où la traductrice avait remplacé le défilé, ou la soirée d'Halloween où la petite fille se déguise. Elle avait pensé que les enfants français n'allaient pas connaître Halloween et donc elle avait remplacé par le carnaval pour expliquer que la petite fille se déguisait. Et là, l'éditeur, au contraire, a bien remis Halloween et avec une petite note, voilà, Halloween c'est telle fête, etc. Donc une note de bas de page qui a été rajoutée. Voilà, donc voilà ce sur quoi on travaille. Il y a une tout dernier slide, c'était juste pour vous montrer aussi qu'est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on avance et on fait des recoupements avec d'autres fonds, d'autres sources potentielles. Par exemple, vous voyez, il y a des ouvrages qui ont été transmis par des agences littéraires et on trouve le tampon. Donc là, ici, le tampon de l'agence L'Apôtre, qui était aussi sur le dossier. À partir de ça, on décroche son téléphone ou on envoie un mail et on essaye d'obtenir des renseignements aussi auprès des agences. Et alors là, mais je crois qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais quand on a de la chance, c'est le cas notamment pour l'agence L'Apôtre, ils ont conservé aussi leurs archives et ils sont prêts à les ouvrir. Et donc, à partir de vraiment tout ce qu'on peut trouver, y compris une note manuscrite dans un ouvrage qui a été traduit, par exemple, un ouvrage où cette fois c'est Rajo qui a vendu les droits et l'éditeur italien a envoyé un exemplaire pour montrer que ça a effectivement bien été traduit, et dedans il y a un petit message personnel. Voilà, on apprend comment s'appelait tel directeur de collection à l'époque, et puis à partir de ça, on reconstruit tout le puzzle. Merci. Alors, la Bibliothèque de l'Amitié, elle est vraiment tournée vers cette ouverture internationale, et on peut peut-être parler maintenant de ce qui se passe aussi actuellement, ces dernières années, chez Rajo, et la place des langues nordiques, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il reste... Alors bon, il doit y avoir une imprégnation inconsciente de l'histoire de la maison. Je pense que c'est, finalement, quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr, il y a des fils qu'on tire du passé. Et donc, récemment, le polar, ça a toujours été un genre très fort chez Rajo. On a la collection Heure Noire qui vient de Cascade Policier, donc c'est une collection qui a été créée dans les années 90, un truc comme ça, et qui, là,
a été transformé en heure noire il y a 20 ans, je crois. Et voilà, donc c'est vraiment un genre qui est très fort dans notre catalogue. Et en fait, récemment, on a créé une collection qui s'appelle Enquête d'Europe, et finalement qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu là, c'est-à-dire à la fois le côté roman policier, et à la fois le côté bibliothèque de l'amitié, découvrir un peu la vie des enfants à travers des romans policiers venant d'autres pays. Et donc cette collection Enquête d'Europe, elle est assez variée. Et on a, dans le cadre de cette collection, ce ne sont que des traductions. On a traduit des textes venant de différents pays. Il y a beaucoup d'Europe du Nord, mais ça peut s'expliquer aussi, enfin je donnerai mon explication. Un peu des textes italiens et allemands également. Donc voilà, donc notre idée quand on a lancé cette collection, c'était que beaucoup de traductions viennent de l'anglais et surtout des États-Unis. Et nous, on avait envie de faire vivre aussi ces textes, ces très bons textes européens qui existent et qui ne sont pas énormément traduits parce que ils se vendent moins dans les pays. Enfin, les best-sellers américains sont évidemment prééminents, c'est le côté un peu soft power. Hein. Et donc, et aussi, quand les textes européens sont traduits et publiés, finalement, ils ne se vendent pas toujours extrêmement bien. Donc, évidemment, on a toujours les yeux un petit peu plus tournés vers l'Angleterre et les États-Unis. Et bien sûr, pour nous, c'est aussi plus facile de lire vraiment ces textes anglais, américains, puisqu'ils sont écrits en anglais, qu'on maîtrise beaucoup mieux cette langue que d'autres langues européennes. Donc c'est comme ça que, évidemment, beaucoup de textes anglais sont traduits et moins des textes norvégiens et suédois. Donc nous, on avait envie de faire vivre cette littérature européenne. On a bénéficié d'une bourse européenne, justement, pour ce faire. Et donc ça nous a amené, puisqu'on avait choisi vraiment cet angle du roman policier, mais au sens très large, qui peut être roman noir, roman un peu frisson, etc., ça nous a amené à découvrir plein de pépites dans différents pays. Et alors plutôt dans les pays scandinaves. Alors là, pour le coup, on s'est dit tout de suite, roman policier égale évidemment polar nordique, parce que c'est très connu actuellement. Donc on a été un petit peu chercher dans ce créneau, et c'est comme ça qu'on a traduit Jørn Lier-Horst, qui est un très grand auteur de romans policiers. Et très connu, qui a un succès incroyable dans beaucoup de pays, et notamment en France. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait encore des très grandes affiches dans le métro faisant la promotion de sa série chez Gallimard. Donc il se trouve que cet auteur a écrit aussi des romans jeunesse, plusieurs séries, dont cette série, la série Clou, qui est peut-être une de ses séries les plus connues. Et nous on cherchait sur le 8-12 ans, donc c'était pile ce qu'on cherchait. Et il y a, je crois, dans cette série, il y a 13 tomes qui ont été écrits. Et donc nous, on en a publié 4. Et puis voilà, donc on a trouvé aussi des auteurs suédois, etc. Et puis on s'est dit, on a cherché aussi dans des pays où le roman policier est un genre connu. En Italie, il y a vraiment une prédominance du roman policier, donc c'est comme ça qu'on a aussi traduit de l'italien. Et puis l'allemand, on lit l'allemand, donc c'est un petit peu plus facile pour nous aussi de lire en allemand. Il faut savoir aussi que les polars scandinaves, souvent ils sont traduits en allemand, il y a quand même un peu de porosité. Et donc pour nous qui lisons l'allemand, c'est aussi un petit peu plus facile de nous faire une idée nous-mêmes. C'est en fait le problème des textes quand on les traduit via des fiches de lecture. C'est pas toujours simple. Le lecteur, qui est souvent le traducteur, comme vous disiez, il a un petit peu intérêt à ce que le texte soit traduit, puisque si il fait de bonnes fiches de lecture, il va souvent être lui-même le traducteur. Donc après, c'est un rapport de confiance qu'on a, mais il n'est pas complètement objectif. Enfin, c'est pas comme si c'était nous qui faisions la lecture. Donc on essaie de trouver des romans soit qui ont été traduits déjà en anglais, ce qui nous permet par exemple. Là, je vous ai apporté La Maison sans miroir de Martin Sandén. Il n'est pas encore paru, il va sortir très prochainement. C'est un grand auteur, Martin Sandén, c'est un grand auteur suédois qui est vraiment qui a reçu de nombreux prix justement. Et son texte avait été traduit en anglais, donc ça a été plus facile aussi de le lire. Donc si les textes sont traduits en anglais, en allemand, ça nous permet de nous faire une idée quand même
un petit peu. Donc c'est comme ça qu'on va aussi aller vers les choix des ouvrages. Et vous parliez aussi des agents, et bien sûr, on se tourne souvent vers les agents ou les éditeurs, les vendeurs de droits pour leur demander mais est-ce que vous avez des textes de romans policiers, des textes qui ont bien marché, qui sont un peu des classiques. Voilà, c'est comme ça qu'on a peu à peu constitué cette collection. On a aussi des gens dans des pays qui nous donnent des conseils parfois. Voilà, donc ça nous a permis un peu de faire de rassembler ces textes. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur... alors, moi, je pensais aussi, l'idée de cette collection, c'était un peu de traduire des polars européens, donc faire circuler cette littérature. Je pensais qu'on aurait... j'avais aussi cette idée un petit peu de la bibliothèque de l'amitié, de montrer la vie des enfants dans d'autres pays, finalement, à travers cette collection. Et finalement, je trouve qu'on n'a pas tellement d'éléments de couleur locale dans ces livres. Alors ça demanderait vraiment une étude spécifique et très approfondie. Il y en a un petit peu, évidemment, dans la localisation, les noms, etc. Mais en fait, alors je ne sais pas si c'est parce que les auteurs aujourd'hui, quand ils écrivent, ils gomment un peu ces spécificités, dans le but, je sais pas, conscient ou inconscient, que les droits soient vendus peut-être à l'étranger, et donc de ne pas être trop localisés, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que c'est du genre, donc ça va être des enquêtes ou des textes un peu avec un peu frissons, tout ça. Donc on va plutôt se centrer sur les émotions, l'enquête, le côté, voilà, tout cet aspect-là, plutôt que la vie quotidienne des protagonistes. Enfin, en tout cas, il y a des textes aussi avec un côté un peu fantastique, comme Chambre 213, c'est aussi Ingelin Angerborn, l'autrice suédoise, très connue. Ce texte, il a été même adapté il y a eu un film qui était tiré de ce titre. Et bien, c'est l'histoire c'est du fantastique. Donc peut-être ça se passe dans une espèce de colonie de vacances en Suède. Alors voilà, généralement, ce qui est très spécifique au pays, c'est vraiment la localisation. Les clous, par exemple, ça se passe dans une petite ville balnéaire de Norvège, hors saison. Voilà, donc il y a un petit peu les noms de lieux. Mais après, finalement, la vie quotidienne des enfants, même ce qu'ils mangent, tout ça, on n'a pas énormément de détails là-dessus. C'est vraiment pas le texte, évidemment, c'est pas son but de raconter ça. Et finalement, voilà, c'est peut-être quelque chose qui, pas qu'on aurait souhaité trouver, mais en tout cas un éclairage auquel on aurait pu s'attendre. Et finalement, c'est pas tellement, on le trouve pas tellement. Voilà, ça n'empêche pas que ce sont de très bons textes, parce que les histoires sont, que ce soit des enquêtes ou le côté plus frissonnant, La maison sans miroir aussi, c'est un texte fantastique, et qui ça va être plus, en fait, finalement, sur les sentiments, les émotions des protagonistes, des enfants. Et finalement, si je reboucle avec la bibliothèque de l'amitié, finalement, on s'aperçoit que tous ces enfants européens, ils vont avoir les mêmes choses, vont les faire frissonner, vont les émouvoir, vont les générer une envie d'en savoir plus, une curiosité, de mener l'enquête, etc. Peut-être qu'on est plus sur le registre de l'émotion, finalement, que de la vie quotidienne. Est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils sortent à midi ou à 16h, est-ce qu'ils mangent un hamburger ou du poisson fumé, je ne sais pas, mais enfin voilà, donc ça va être peut-être plus dans finalement ces émotions, et qu'on peut transmettre d'un pays à l'autre, et qui sont partagées entre tous ces enfants. Donc voilà ce que je peux dire sur un peu l'affiliation aussi avec nos anciennes collections. Oui, donc on aurait presque une sorte d'identité européenne qui se dessine un peu à travers la circulation de ces livres. C'est à la fois une uniformité, mais en même temps quelque chose qui... Peut-être. En tout cas, la diversité, ce qui fait qu'on est un peu différent, mais là, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Exactement. Mais ça a toujours été un petit peu ça, la bibliothèque de l'amitié, c'était aussi ça, c'était montrer tout ce qu'on avait en commun pour éviter que la Deuxième Guerre mondiale que la Troisième Guerre mondiale se produise, ou je ne sais pas, qu'en tout cas que la paix soit plus une idée de paix propagée. Et finalement, alors bon, aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, en tout cas, nous, ça nous tenait vraiment à cœur de
créer ce lien avec l'Europe, en fait. C'est très très important pour nous. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a été chercher ces textes, parce qu'on est sûr qu'il y a des très bons textes en Europe, bien meilleurs, enfin pas bien meilleurs, ou en tout cas aussi bons qu'aux États-Unis, ou en Angleterre, c'est un peu, mais en tout cas, il y a des pépites. Donc on avait aussi envie, cette fois-ci, de les traduire, de leur donner un petit coup de projecteur, et bon, les textes, certains n'ont pas trop mal marché, d'autres pas trop bien, mais finalement, au bout du compte, nous, on est vraiment super fiers d'avoir cette collection. Et si on regarde par rapport à la géopolitique aujourd'hui, on est encore plus fiers finalement. Enfin, l'Europe, c'est important. Voilà. Donc, si on veut aussi, nous, en tant qu'éditeurs, passer un message auprès des jeunes, ça peut être ça. Il y a plein de choses à faire, à découvrir en Europe, déjà près de nous. Donc, faire vivre ces textes, c'est important. Oui, si je peux rebondir sur l'histoire de en fait, les langues qui sont maîtrisées au sein de la maison d'édition et à quel degré ça joue justement sur le choix des textes qui vont être achetés et traduits. En tout cas, ce qu'on voit dans les archives, c'est que on ne sait pas trop en fait qui a donné les coups de crayon de correction. C'est-à-dire qu'on constate une certaine logique. Manifestement, il y a une ligne éditoriale quand même, donc, puisque c'est d'un texte à l'autre à peu près les mêmes domaines qui sont modifiés, les mêmes choses sur lesquelles on va apporter des modifications. Mais il y a par exemple des tapuscrits dans lesquels manifestement la personne qui relit a sous les yeux le texte original et vraiment contrôle le travail de traduction et va corriger des choses extrêmement minutieuses, y compris des choses qui n'ont pas une importance vraiment majeure pour l'intrigue. Enfin, par exemple, 3 adjectifs, il y avait 5 adjectifs et le traducteur en a fait sauter un, et il les rajoutait, alors que bon, voilà, il n'y en avait pas forcément besoin. Et puis, et ça on le constate sur les tapuscrits en anglais. Traduit depuis l'anglais. En revanche, si on regarde comment sont traduits les livres traduits de l'allemand, manifestement, la personne qui a relu n'a pas le texte original, ou n'est pas en mesure de vérifier la conformité avec le texte original, et donc corrige d'une manière qui est uniquement une intervention sur le français, et pas du tout par rapport au texte original. Et à propos des langues pivots, parce que vous disiez, voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que la circulation des textes à l'international et à l'intérieur alors là, c'est l'Union européenne, c'était pas encore l'Union européenne à l'époque, c'était la CEE. En fait, selon les pays, évidemment, il y a un nombre de personnes qui maîtrisent la langue du pays d'à côté plus important. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a une partie des traductions, notamment du danois, du suédois, etc. Alors, pas pour tout, pas pour toutes, mais pour certains, qui sont en fait faites à partir d'une langue pivot. Et donc, notamment, qui sont traduits de l'allemand et pas de la langue originale. Et donc ça entraîne encore des dissonances éventuellement par rapport à l'original, parce qu'en fait, il y a déjà eu des modifications choisies par l'éditeur allemand, et comme le traducteur français traduit à partir de la version publiée en Allemagne, lui-même va reproduire, et ça, on en a trouvé des traces, en regardant les tapuscrits. On a trouvé la preuve que manifestement, c'était traduit, c'était pas traduit de l'original, en fait. Oui, puisque dans le fond, il y a les manuscrits, il y a aussi les livres. Il y a aussi les qui livres sont conservés, et y compris les livres en langue originale, voire en traduction. Donc, le livre suédois traduit en allemand, on va avoir la version en suédois, en allemand, et la traduction française. C'est exactement ce que je disais là, c'est-à-dire que nous, c'est encore vrai aujourd'hui, quand on traduit un texte de l'anglais ou de l'américain, évidemment, on a toujours le texte original en vis-à-vis. Quand on traduit du norvégien, par exemple, Marina Heide, là, qui traduit les textes de Jan Lierhorst, alors bon, elle est franco-norvégienne, donc voilà, mais on lui fait énormément confiance, mais on ne regarde jamais le texte norvégien. Parfois, si on a le texte, si on a une version intermédiaire, ça peut être une aide aussi, donc c'est toujours un peu ça. Mais effectivement, l'éditeur, il va travailler vraiment sur le texte français sans se reporter à l'original, alors que quand on a les textes en anglais, beaucoup plus. Alors, je suis censée maîtriser le temps, mais je ne vais pas du tout maîtriser. Je suis complètement désolée, parce qu'on est un peu décalé. Oui, non, c'est moi, c'est mon rôle normalement. Mais si vous avez une ou deux questions, on a quand même le temps pour une ou deux questions. Personne ne va oser. Je n'aurais pas dû dire ça. Pardon, oui. Peut-être dire un mot, Muriel,
des programmes d'aide à la traduction qui influencent aussi quand même pas mal quand on sort de l'anglais, les choix qui peuvent être faits. Pardon, en fait, les éditeurs néerlandais, par exemple, ont un programme d'aide à la traduction qui est quand même très fort et ça peut influencer aussi des choix. Il y a les relations avec les vendeurs de droits qui peuvent aussi être de qualité et réguliers sur les foires et en qui on peut avoir toute confiance aussi. Mais c'est vrai que les programmes d'aide à la traduction pour tout ce qui est pays nordiques, flamands, même allemands, peuvent aider par rapport à d'autres langues, parce qu'il y en a beaucoup hein, des langues. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas chez Rajo, si vous avez eu des aides à la traduction, mais ça peut être non, aussi c'était pas comme ça, mais en tout cas, c'est vrai, on voit des pays qui sont très très proactifs sur les aides à la traduction. La Hollande, tu l'as cité, et enfin, c'est pas la Hollande d'ailleurs, c'est la langue flamande, le néerlandais, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment pour la Belgique et la Hollande, ils ont vraiment un programme très proactif d'aide à la traduction. Ils aident même à traduire parfois juste des petits extraits pour les foires, pour pouvoir prospecter, pour que les éditeurs puissent prospecter. Ils sont très volontaristes dans ce domaine. Les Finlandais aussi, par exemple. Enfin, les petits pays, on voit, misent beaucoup sur la circulation des œuvres. Donc oui, et en France, on a quand même le CNL aussi, qui propose des aides à la traduction. Nous, ça nous est arrivé, alors pas du tout sur cette collection, mais sur d'autres titres, de demander des aides à la traduction du CNL pour certaines œuvres particulières qui pouvaient. Donc voilà, oui, il y a tout ça, c'est tout un faisceau aussi. Et d'ailleurs, je ne pense pas que justement sur la bibliothèque de l'amitié, tout ça, je ne crois pas qu'ils avaient. Je ne suis pas sûre qu'il y avait des programmes d'aide à cette époque. Ça ne me dit absolument rien. Je pense que c'est quelque chose qui est plus récent. Oui, je ne crois pas. Enfin, il ne me semble pas. En tout cas, il n'y en a pas trace. Bon, si, il y a des questions quand même. Bon, après, on va se faire taper sur. Oui, c'est pour le côté inverse. Est-ce que tu peux nous parler, Muriel, peut-être de la façon dont les livres français, les auteurs français qui ont été découverts par Rajo, sont publiés à l'étranger, les proportions et comment vous négociez ça par rapport à l'hégémonie de l'anglais, en fait? Ouais, on essaye de proposer nos textes, évidemment, en traduction. C'est très compliqué, c'est quasiment impossible d'être traduit sur le marché en anglais ou américain, ça arrive, mais c'est exceptionnel. En revanche, on a soit des responsables de droit ou des agents qui vont proposer nos textes à des éditeurs. Et finalement, alors bon, après je n'ai pas les statistiques là, il y a pas mal un petit peu de ventes à l'étranger, en Europe, justement, il y a pas mal d'échanges de ventes de droits en Europe. Et puis après, dans des pays parfois plus lointains. Mais finalement, je pense qu'on ne vend pas nos droits finalement en Allemagne, en Italie, en Espagne. Enfin, finalement, voilà, grâce à tout un réseau de vente de droits, il y a aussi des aides, les fameuses aides à la traduction dans l'autre sens du CNL pour aider certains textes. Vis-à-vis de certains pays, je sais que la Hongrie font beaucoup appel à ces aides, par exemple, du CNL. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question ou est-ce que c'est peut-être pas assez précis. Si, mais on pourra faire un comparatif parce que dans le fonds Rajo, on a aussi les livres que vous aviez reçus quand vous aviez vendu les titres à l'étranger. Et j'ai l'impression que les pays ont changé un petit peu. Donc avec les versements plus récents, on va peut-être pouvoir comparer ça. Il y avait la Grèce, il semble qu'il y avait un peu de russe aussi. Enfin, oui. Voilà. Il y avait même le Japon, il y a la Corée, il y a des pays d'Amérique latine. Alors parce que comme il y avait la version espagnole ou portugaise, mais c'est vrai que moi j'étais impressionnée en fait par la diversité. Alors après c'est vrai que pour la Grèce, quoi qu'il y avait peut-être 3-4 titres. Alors c'est souvent en fait le même auteur du coup qui est passé une bonne fois pour toutes dans un pays et qui est revendu. Voilà. Après il y a ceux sur quoi j'ai travaillé, il y a les Boileau Narceja qui se sont vendus dans toute là vraiment partout.
C'est vrai que la question des alphabets, entre autres, semblait faire un peu moins peur qu'aujourd'hui. Oui. Il y a des espèces, des modes, je ne sais pas, il y a des moments où des pays achètent beaucoup. Par exemple, la Corée a énormément acheté de droits dans les années, 2000. Et aujourd'hui, on voit que c'est complètement l'inverse, où là, ils se sont devenus très forts. Ils exportent maintenant leur culture, y compris, alors ça commence, il y a eu les séries, il y a eu la musique, la K-pop, etc. Et maintenant, ils exportent aussi des textes dont ils vendent les droits. Donc il y a des espèces de grands mouvements comme ça. Je pense, oui, la Corée... et puis la géopolitique joue aussi, parce que les droits, on vend encore un tout petit peu de droits à la Russie, mais c'est très compliqué là aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas citer le détail, mais bref. Et là aujourd'hui, finalement, il y a pas mal d'échanges avec des pays proches européens avec qui c'est peut-être plus simple finalement d'interagir. Vous regarderez sur les... Et puis je pense que ça dépend aussi des agents, c'est toujours pareil, des responsables de droit, suivant leur réseau, etc. Comment ils vont réussir à convaincre tel ou tel éditeur, est-ce qu'ils vont aller creuser... La Chine aussi a acheté beaucoup de droits et achète encore beaucoup de droits. Donc la Chine, ils vont acheter souvent, ils achètent des séries, des grandes séries. C'est ça qui les intéresse parce qu'ils font, je pense, pas mal de courtage. Donc, en tout cas, c'était comme ça jusqu'à il y a un peu de temps. Donc, nous, il y a des séries de 10 titres qu'on a vendus en Chine. Toute la série L'école d'Agathe, par exemple, on a vendu en Chine les romans de Christian Brunet, la Hercule chat policier. Bon, on les a vendus en Chine. Enfin, bref. Donc, là, c'était peut-être plus une époque. Là, ça a peut-être un petit peu changé là, récemment. Mais voilà. Vous avez encore du travail sur nos archives. Oui, c'est très bien. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Et merci aussi au Fonds patrimonial de l'Heure Joyeuse, à l'équipe d'Hélène. Parce que là, on a un exemple où comment on a vraiment eu un croisement et un dialogue entre le monde de l'édition, le monde de la recherche, le monde de bibliothèque. Et les uns sans les autres, on ne peut pas travailler. Donc, merci beaucoup.